Merci d'accueillir sur scène le senior vice-président stratégie marketing research de Total, Monsieur Philippe Montantem. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette tribune. Philippe Montantem, donc je travaille chez Total. Total, c'est une société qui vend de l'énergie. Pas seulement du pétrole, mais aussi du gaz, de l'électricité, de l'hydrogène, et qui réfléchit à ce que sera l'énergie de demain, et notamment sur la mobilité. Pour ça, on a inscrit 3 mots sur notre vision de l'énergie de demain. Il faut qu'elle soit abordable, parce que surtout dans la transition qu'on va vivre, il faut que la capacité économique de pouvoir faire face aux besoins soit là. Il faut qu'elle soit disponible. Total est leader du pétrole en Afrique. Il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité ou à l'énergie. Il faut qu'elle soit disponible. Ça nous paraît simple et évident pour nous, mais il faut qu'elle le soit pour tout le monde. Et bien sûr, il faut qu'elle soit plus propre demain. Et nous avons inscrit un scénario 2 degrés dans notre stratégie. Donc on est en ligne avec la stratégie 2 degrés. Pourquoi on s'intéresse à l'énergie et quel est le lien entre l'énergie et le pétrole, qui est notre métier de base? Eh bien, 60% du pétrole consommé dans le monde finit dans la mobilité. 60% du pétrole est destiné à la mobilité. Et encore plus que ça, ce chiffre, 90% de la mobilité aujourd'hui, plus de 90% de la mobilité, elle est basée sur le pétrole. Parce qu'on n'a rien trouvé de mieux en termes de densité énergétique que 1 litre d'essence ou 1 litre de diesel. C'est un concentré d'énergie qu'aujourd'hui on n'est pas arrivé à remplacer par quelque chose qui soit économiquement viable et techniquement utilisable. Donc c'est un vrai sujet de dépendance aujourd'hui de la mobilité par rapport au monde du pétrole. Mais on est en train de faire un véritable virage. Et je le dis en toute sincérité, je vais vous illustrer ça avec quelques exemples. On est en train de prendre un virage après ces 50 à 100 ans de dépendance forte entre la mobilité et le pétrole. On est en train de prendre un virage vers des choses nouvelles. Je vais vous illustrer quelques points. Certains sont déjà existants, d'autres sont en cours de maturité. La première chose, c'est les biocarburants. Vous avez tous, pour ceux qui ont une voiture, entre 5 et 10% de biocarburants à l'intérieur de vos carburants. Mais il y a des endroits où on pense que demain, il va falloir qu'on concentre ces produits issus de l'agriculture. C'est les avions, par exemple. Puisque là, effectivement, la densité énergétique est vitale. Et aujourd'hui, on a, pour au moins les 30 ou 50 ans à venir, pas grand-chose qui va permettre de remplacer les énergies fossiles. Et donc, c'est un endroit où il va falloir qu'on concentre les énergies issues de l'agriculture. L'électricité, c'est un véritable sujet, on en parle tous. Vous avez entendu que la RATP a commandé 1000 bus électriques la semaine dernière. Je vais vous parler, moi, de Shenzhen. Shenzhen, il y a 12 millions d'habitants, il y a 16 000 bus à Shenzhen, ils sont tous électriques. Aujourd'hui, Shenzhen, c'est la première ville au monde qui est 100% électrique. On est capable aujourd'hui d'assurer une desserte urbaine complète avec des bus électriques. Ce n'est pas du rêve, ça c'est déjà aujourd'hui. Et les bus, c'est quelque chose qui va basculer très vite. Et l'exemple de la RATP, mais il y a beaucoup d'autres villes qui sont en train de basculer dans cette électricité. Le gaz. Le gaz, c'est certainement l'énergie de transition pour tout ce qui est mobilité et poids lourd. Vous avez ici un camion Iveco construit en France. La ministre des Transports s'est rendue sur l'usine qui se trouve en Saône-et-Loire pour montrer et dynamiser cette filière en France, qui est déjà développée aux États-Unis, qui est déjà développée en Chine et qui va se développer en Europe dans les années à venir. C'est un moyen de réduire considérablement les émissions des poids lourds, notamment dans les zones urbaines. L'électricité pour les véhicules, bien sûr. Je vous ai mis ici une voiture BYD. BYD, c'est un des leaders mondiaux des voitures électriques. C'est une entreprise chinoise. Il s'est vendu l'an dernier un peu plus d'1 million de voitures électriques dans le monde. 50% de croissance en 1 an. On y reviendra un peu plus en détail parce que c'est une des clés évidemment de la mobilité de demain. L'hydrogène. Oui, il y a des trains à hydrogène. Et en plus, c'est un train français et il roule en Allemagne. C'est un TER qui utilise l'énergie hydrogène. C'est un moyen de faire rouler un train avec de l'électricité dans une ligne qui n'est pas électrifiée. On fait le plein d'hydrogène et on est capable de faire quelques centaines de kilomètres. C'est aussi certainement quelque chose d'avenir pour les distances moyennes en zone interurbaine. Le camion électrique, vous avez tous peut-être entendu parler du camion de Tesla qui a été mis en avant. Celui-là, ce n'est pas celui de Tesla, c'est celui de Cummins, qui est un des plus gros fabricants américains de moteurs de camions,
qui a lancé aussi, quelques semaines d'ailleurs avant Tesla, son camion électrique, qui sera capable de faire au moins un grand nombre d'applications pour la desserte urbaine du dernier kilomètre, mais aussi une desserte de quelques dizaines ou centaines de kilomètres autour des villes. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on va voir dans nos villes. C'est un virage qui est en train de se prendre et qui va aller relativement vite dans les années à venir. On ne parle pas de dizaines d'années, là on parle d'années. Je vais finir par quelque chose qui est moins urbain, mais finalement, nous avons tous des choses qui viennent d'Asie ou de Chine sur nous, que ce soit un téléphone portable ou des vêtements. Ça, c'est pas encore, puisqu'ils sont en commande. CMA-CGM a commandé 9 porte-conteneurs qui sont les plus gros du monde, qui contiendront 22 000 conteneurs. Ces 9 porte-conteneurs seront propulsés avec du gaz naturel liquéfié. C'est une première mondiale. C'est Total d'ailleurs qui va en assurer la fourniture. Ils vont faire le plein en Europe du Nord. Ils vont être capables d'aller en Asie et de revenir avec un seul plein de gaz naturel liquéfié, avec une réduction de plus de 25% des émissions de CO2. C'est une première mondiale pour cette taille-là. Il y a déjà des bateaux à gaz naturel liquéfié, mais c'est une première mondiale. Donc vous voyez, on est en train de prendre un virage, mais il faut bien comprendre qu'on prend ce virage après 50 ans de ligne droite. Et donc évidemment, il y a du temps, il va falloir déployer de l'énergie, de la conviction, modifier des systèmes industriels, des usines, pour arriver à développer ce système. Revenons un peu à la mobilité. À la mobilité. Je crois que ce mot a été prononcé tout à l'heure. La mobilité, les voitures, etc., c'est d'abord un synonyme de liberté. J'ai repris cette image juste pour... C'est ça qui a bercé peut-être les années 50 à 2000, finalement. Accéder à une voiture, disposer d'une voiture, un symbole de liberté. On sait tous à quoi ça a conduit et que si on a la chance de parcourir le monde, qu'on soit à Lagos, qu'on soit à Kuala Lumpur, qu'on soit à Pékin, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Europe, finalement, on vit cette même scène d'embouteillage au niveau mondial. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de régler ce problème-là? Aujourd'hui, il y a 1 milliard de voitures dans le monde. Demain, en 2040, quand je dis demain, en général, c'est 2040. C'est le target sur lequel on travaille pour se dire qu'est-ce qui va se passer dans un délai de temps raisonnable d'une vingtaine d'années. En 2040, on estime qu'il y aura 1,8 milliard de voitures sur la Terre. Alors, vous voyez, on est en train de se dire finalement qu'on va dans une situation difficile et on se dit, mais comment on va avoir 1,8 milliard de voitures sur la Terre demain? Eh bien, je vais vous donner 3 chiffres qui vous expliqueront où on va arriver là, pourquoi on va en arriver là. Aujourd'hui, en Inde, il y a 23 voitures pour 1000 habitants. En Chine, il y en a 123. Et aux États-Unis, il y en a 769. En France, il y en a à peu près entre 6 et 700. Et le chiffre français, il a été multiplié par 2 depuis les années 80. Il a été multiplié par 4 depuis les années 60. Ça veut dire que depuis les années 60, on a multiplié par 4 le parc automobile roulant en France. Et pourquoi aujourd'hui, finalement, le parc mondial va passer d'1 milliard à 1,8 milliard? C'est parce que les 400 millions d'Indiens demain, qui vont être une classe intermédiaire, auront envie d'avoir leur voiture et leur propriété, comme les Français l'ont vécu dans les années 50, comme les Chinois sont en train de le vivre. Et les 200 ou 300 millions de Chinois qui vivent sur la côte aujourd'hui, entre Shanghai et Pékin, eh bien, ils ont les mêmes ressentis, la même envie, le même besoin de disposer d'une voiture et de disposer de liberté de mobilité. Et donc, c'est ça qui nous conduit à 1,8 milliard de voitures demain sur la planète. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer cette situation? Oui, évidemment, il faut moins polluer, oui, il faut protéger la planète, on est tous d'accord avec ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? La première chose, il faut effectivement électrifier. Aujourd'hui, il y a 3 millions de voitures électriques qui roulent dans le monde. Je disais, il s'en est vendu 1 million l'an dernier, au total, ça va faire 3. C'est 0,3% donc du milliard de voitures qui roulent. Dans les scénarios les plus pushy qu'on peut trouver aujourd'hui, on estime qu'il y aura à peu près 1/3 des voitures qui rouleront en 2040 qui seront électriques. Alors, ça peut paraître peu. Il faut rappeler que les voitures, ça dure à peu près une dizaine d'années. Donc, déjà, il y a un effet de retard. Même si vous mettez aujourd'hui des voitures électriques, il y a toute une flotte existante qui continue à rouler. Aujourd'hui, personne ne peut imaginer qu'il y aura plus d'1/3 de voitures électriques en 2040. C'est déjà le scénario maximum de toutes les prévisions des constructeurs automobiles et des prévisionnistes. Donc ça, c'est le premier point. Mais finalement, vous allez voir que ce n'est pas le point le plus important. Le point le plus important, c'est que si cette petite barre est la quantité d'énergie utilisée aujourd'hui pour mouvoir ce milliard de voitures, voilà ce qui sera en 2040 si on ne fait rien. Et finalement,
notre première chose qui va nous réduire considérablement cette consommation en 2040, c'est les gains d'efficacité. Parce qu'aujourd'hui, une voiture de demain, elle consommera à peu près 40 à 50% de moins d'aujourd'hui. Et c'est ça le premier levier finalement. Le levier de la voiture électrique, vous voyez, sera certainement inférieur. Le premier levier, c'est un levier d'économie d'énergie. Il faut arriver à ce que les voitures consomment moins. C'est une trajectoire qui a été existante depuis 20 ans. Elle est difficile à mettre en œuvre, elle est compliquée. L'Europe vient de décider qu'il y aurait de nouveau 30% de réduction entre 2020 et 2030 sur les immatriculations en Europe. Il faut arriver à ça pour arriver à contenir ce 1,8 milliard et cette quantité d'énergie nécessaire pour mouvoir ce 1,8 milliard de voitures en 2040. Après, finalement, est-ce que c'est une fatalité d'avoir 1,8 milliard de voitures dans le monde? Eh bien, moi, je pense que si on veut aller plus loin, si on veut infléchir cette courbe de façon vraiment raisonnable, sans pour autant aller expliquer aux Indiens, aux Chinois et aux gens qui ont aujourd'hui un taux d'équipement nettement plus faible que nous, qu'il faut finalement ne pas s'équiper. Je pense qu'il faut changer d'un modèle de propriété, d'un modèle où finalement la voiture c'était le statut social, c'était la capacité, dès que j'avais la possibilité d'avoir une voiture, d'arriver à ce statut social-là, de passer de la propriété à l'usage. Et c'est vraiment ça qui va être le déclencheur. Le jour où je considère que je n'ai plus besoin d'être propriétaire de ma voiture, et je considère que je suis prêt à en avoir un usage et non plus une propriété. Donc ça, c'est vraiment un virage qui est important, et moi je pense que c'est le seul virage qui peut aujourd'hui nous conduire à infléchir la quantité et le nombre de voitures qui seront sur la planète. Alors, vous savez qu'au généralement, aujourd'hui, les constructeurs automobiles et l'industrie automobile disent finalement la voiture de demain, elle va faire 4 choses. Elle va être, on appelle ça ACE ou CASE, elle va être autonome, connectée, électrique et partagée. Donc, électrique, on l'a vu, effectivement, elle va être électrique demain. Partagée, on l'a vu, c'est un changement comportemental. C'est un changement profond qu'il faut qu'on arrive à imprimer à l'intérieur de la population pour dire, voilà, une voiture, ça doit être un objet, c'est un besoin instantané, c'est un usage que l'on doit avoir, ce n'est pas forcément une propriété. Il reste 2 objets, est-ce qu'elle sera connectée, est-ce qu'elle sera autonome? Alors connectée, pour moi, c'est très simple. Aujourd'hui, toutes les voitures sont connectées. Elles sont déjà connectées. Connectée, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas forcément ça qui va avoir un impact majeur sur la consommation, c'est quelque chose qui va juste nous permettre de fonctionner différemment, de gérer de la donnée, d'être en interaction avec son véhicule. Dans une voiture, vous avez déjà une communication avec le constructeur en général, vous avez déjà un téléphone portable, un ou plusieurs, à l'intérieur de la voiture, qui finalement vont échanger des données et partager des données. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer que c'est déjà aujourd'hui. On travaille avec DriveNow, qui est donc une filiale de BMW qui fait de la location à la minute. Vous savez, vous prenez votre voiture, comme les vélos jaunes et verts à Paris, vous repérez une voiture sur votre smartphone, vous l'ouvrez avec votre smartphone, vous faites 10 km, vous la reposez sur un parking et vous partez. Exactement comme avec les vélos. Et finalement, le carburant est inclus à l'intérieur de cette location. Et comment faire le plein de ces voitures? Au début, elles étaient électriques, ce qui posait un problème puisqu'elles n'étaient jamais pleines. Et finalement, il fallait les bloquer pendant 5 heures, 4 heures pour les charger. Finalement, ils les ont remises en véhicules thermiques et ils ont dit, finalement, il faut que ça soit la voiture qui paye l'essence. Puisque finalement, la voiture, vous la connaissez, elle est autorisée à prendre autant de carburant qu'elle veut du moment que c'est pour elle. Et finalement, c'est ce qu'on a fait. C'est la voiture qui paye son carburant. Lorsque vous arrivez à la station avec ce type de véhicule, dans la station Total à Berlin, eh bien, les pompes se débloquent, vous vous servez et vous partez sans payer. C'est la voiture qui a payé elle-même son plein. Ça, c'est déjà aujourd'hui. Donc la voiture connectée, c'est déjà ça. Demain, elle se posera la question de à qui appartiennent les données, est-ce que je suis tracé, quelle est ma propriété, quelle est ma liberté. Oui, tout ça, ça existera, mais la réalité de la voiture connectée, c'est déjà aujourd'hui. Et puis le dernier point, c'est la voiture autonome. La voiture autonome, je ne vais pas vous en parler parce que je n'ai pas de grandes compétences en la matière et je ne suis pas convaincu que ça va être quelque chose qui va profondément modifier le besoin d'énergie. Certains disent que les gens vont plus rouler, donc finalement ça ne va pas avoir un bon effet parce que finalement ils ne vont pas conduire, donc ils vont plus facilement se mettre dans leur voiture. Les personnes âgées, les personnes handicapées vont pouvoir accéder aux déplacements, donc vont en profiter.
il y aura plus de besoin d'énergie à l'intérieur de la voiture parce que ça sera bardé d'électronique et donc vous aurez besoin de plus d'énergie. D'autres diront non parce que finalement, elles seront beaucoup plus facilement partagées. On ne sait pas aujourd'hui. On ne sait pas, mais on sait que c'est de toute façon quelque chose qui sera massivement en œuvre bien après 2030 ou 2040, de façon massive, et que ce n'est pas ça qui nous permettra de maîtriser notre énergie dans les 20 ans à venir. Et puis, la voiture autonome, c'est tellement facile à imaginer. Regardez cette image des années 50. Déjà, dans les années 50, on imaginait une voiture autonome. C'est tellement facile. Et vous remarquerez que c'était beaucoup plus facile à imaginer qu'un smartphone. Puisque les gens qui sont derrière, là, moi j'ai des ados dans ma voiture, je ne pense pas que le jour où la voiture sera autonome, ils vont jouer au domino avec moi. Ça, je pense qu'il y a peu de chances qu'ils laissent leur smartphone et leurs ordinateurs. Et vous voyez que c'est très facile d'imaginer une voiture autonome. C'est beaucoup plus difficile finalement, parce que ça fait 50 ans que cette image a été dessinée, et que 50 ans après, on n'est quand même pas très sûr qu'on va y arriver encore dans les 20 ou 30 ans à venir. Voilà, juste pour conclure, si je voulais juste retenir 3 messages. Premièrement, on aura besoin de toutes les énergies, et on est dans un virage où on va passer d'une situation monolithique avec un seul type d'énergie qui était le pétrole, à un panel d'énergie, de l'électricité, du gaz, de l'hydrogène, en fonction des besoins, en fonction des économies, en fonction des contraintes qui ne seront pas les mêmes en zone rurale, en zone urbaine. Et donc on va être dans un panel, et on va passer d'une situation monolithique à une situation diverse, avec des vitesses de mise en œuvre et des vitesses de dispersion qui seront différentes. La deuxième chose, c'est quels que soient ces virages technologiques, il faut travailler sur l'efficacité. Parce que la seule chose qui va nous permettre demain de maintenir la consommation à un niveau raisonnable, c'est l'efficacité des systèmes existants et des systèmes futurs. On aura toujours des voitures thermiques dans 10 ou 20 ans, il faut déjà qu'elles consomment 2 fois moins que ce consommaient nos voitures d'il y a 10 ans. Voilà. Et le troisième point, c'est que si on veut vraiment aller plus loin, ce n'est pas une question d'énergie, ce n'est pas une question de technique, c'est une question de comportement. C'est nous tous qui devons changer notre comportement, et c'est aussi des gens qui accèdent aujourd'hui à la capacité d'avoir une voiture, qui doivent aussi modifier leur comportement, puisque vous avez vu que l'accroissement mondial, il se fait pas tellement chez nous, où les chiffres sont maintenant à peu près stabilisés. Il s'est fait pendant les 50 dernières années, mais il va se faire en Inde, en Chine, et c'est tous ensemble, il faut qu'on contribue à ce changement comportemental. Voilà, et c'est votre jeune génération qui le fera beaucoup plus que moi. Merci beaucoup.